Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Approche Global Autisme. Aujourd'hui, je suis honorée de recevoir le docteur Guillaume Font, qui est un des parrains de l'association. Je précise que Guillaume Font n'est absolument pas un spécialiste de l'autisme. Néanmoins, il est médecin psychiatre, enseignant, conférencier et chercheur hôpitaux universitaires de Marseille, ex-Marseille Université. Bonjour Guillaume. Bonsoir. Merci de prendre votre temps pour notre communauté et puis pour tout le monde de toute façon. Et je précise que je viens d'acheter votre livre qui vient de sortir et je peux dire, pour l'avoir feuilleté, qu'il est très, très, très intéressant parce qu'il parlera à nos familles, mais je pense à tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui sont mal dans leur corps et qui se sentent peut-être fatiguées et qui n'ont pas forcément un diagnostic de dépression et qui peuvent aussi se retrouver dans ce livre. Et pour moi, il regroupe tout ce qu'il faut quand on s'intéresse à ces sujets. Et voilà, donc on a convenu avec Guillaume que je le laisse parler, développer son propos et on se retrouve après. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci Corinne pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de venir discuter de ces sujets-là parce que c'est des sujets autour desquels on se retrouve tous, hein. L'alimentation, ça nous concerne tous. Et donc, choisir quand on est face à des dizaines de milliers de produits dans l'industrie, savoir ce qu'on met dans son assiette et comprendre surtout l'effet que ça a sur notre corps, c'est vraiment pas évident. Et puis, il faut préciser que les médecins sont globalement très mal formés à ça. Dans mes études de médecine, la nutrition, ça représentait 4 heures sur les 6 années de tronc commun. C'est comme l'activité physique, d'ailleurs, hein, les effets de l'activité physique sur le corps, c'est au niveau de la physiologie, mais c'est très peu enseigné, comme tout ce qui est de l'ordre de l'épidémiologie et de la prévention d'une façon générale. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans une médecine qui est quand même beaucoup basée sur le curatif, et plus que sur le préventif. Mais ça, c'est peut-être en train de changer avec des mouvements de société qu'on a vus avec la question du Covid récemment, la question aussi énergétique qui va arriver. On se rend compte que finalement, en prévenant l'apparition de troubles et de maladies, finalement, c'est quand même la meilleure chose pour tous, déjà pour notre qualité de vie, et puis ensuite pour économiser tout ce qui s'ensuit en termes de soins et de souffrance. Donc, l'influence de l'alimentation sur la santé mentale, c'est une révolution qui est en train d'avoir lieu sous nos yeux. C'est quelque chose qui n'était pas connu. Alors, les premières études, en fait, démarrent dans les années 2000 avec l'efficacité des compléments alimentaires et les premières études autour de l'effet de certains médicaments comme des antibiotiques dans certaines pathologies mentales. Donc, dans le cadre de l'autisme, par exemple, l'étude Princeps du domaine, ça a été une étude de l'an 2000, en fait, où il y avait un antibiotique, la vancomycine, qui améliorait les symptômes de l'autisme. C'était une toute petite étude. Et puis, donc, dans les années 2000, on a eu des preuves d'efficacité dans des études, notamment des oméga-3 dans la dépression. Donc, les oméga-3, c'est des acides gras essentiels. Ça veut dire qu'on ne peut pas les synthétiser par nous-mêmes et qu'on est obligé d'aller les puiser dans l'alimentation. Or, le problème de ces oméga-3, c'est qu'on n'en a pas assez dans notre alimentation, parce que les Français, en moyenne, ils absorbent 600 mg par jour d'oméga-3, alors que les recommandations, c'est 2 grammes par jour. Ça, c'est la Cour européenne de santé qui recommande 2 grammes par jour. Et encore, on n'est pas les plus mal lotis, parce que les Anglais, ils sont à 100 mg par jour, donc ils ont encore moins d'oméga-3 que nous. Et donc, ces oméga-3 manquent à notre corps. Or, ce sont les constituants majoritaires des membranes de nos neurones. Donc, ce sont des fluidifiants membranaires et donc ça va permettre aux neurotransmetteurs de mieux circuler, d'être mieux libérés. Et donc, c'est ce qui explique cet effet antidépresseur. Ils ont aussi une action anti-inflammatoire. Et donc, l'inflammation, ça joue un rôle dans plein de troubles mentaux. Et au cours du développement, en fait, les oméga-3, ils sont donc nécessaires à la construction, au développement d'un bon cerveau. Donc, ça concerne aussi les enfants, bien sûr. Et puis, on sait maintenant, depuis les années 2010, donc ça c'est beaucoup plus récent, en fait, la métagénomique, c'est les techniques qui permettent d'analyser le microbiote, elles ont explosé au cours des 10 dernières années. Donc, on n'avait pas les moyens techniques d'analyser correctement les bactéries de notre intestin. Et maintenant, en fait, on commence à faire plein de connexions. Et ça part dans tous les sens. Et donc maintenant, il faut trier ces informations, savoir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut pas garder, parce que la question actuelle, c'est qu'on ne sait toujours pas définir c'est quoi
un microbiote normal. Donc, le microbiote, c'est ce paquet d'1 kilo de bactéries qu'on a dans l'intestin. Et on ne sait pas dire actuellement, cette personne-là a un microbiote qui dysfonctionne, cette personne-là a un microbiote qui fonctionne bien. Donc, ça ne vient pas de ce microbiote-là qui est sain. Donc, il y a cette question-là qui n'est pas tranchée actuellement. Donc, il existe des laboratoires qui analysent le microbiote, notamment dans des pays étrangers, et ça coûte plusieurs centaines d'euros. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment sont calibrées leurs banques et qu'est-ce qui fait dire. Alors, on dit c'est par rapport à la moyenne des gens qui ont testé leur microbiote, vous avez un peu plus de ci, un peu moins de ça. Mais en pratique, est-ce que c'est anormal ou pas? Ben là, la question reste ouverte. Donc, ça reste des approches qui sont intéressantes, mais par contre, elles ne sont pas validées. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit, c'est que ce n'est pas quelque chose de solide. Et ça, c'est ce qui est très frustrant dans ce domaine-là actuellement, c'est qu'il y a des choses maintenant qui sont validées. Alors, par exemple, l'efficacité des oméga-3 dans la dépression, c'est archi-validé. La N-acétylcystéine, qui est un acide aminé modifié, donc ça permet d'apporter de la cystéine au cerveau, c'est un antioxydant puissant, ça a une action dans plein de troubles mentaux. Voilà, la N-acétylcystéine. Donc, s'il y a 2 compléments alimentaires à recommander en priorité, pour moi, c'est ceux-là en termes de niveau de preuve, hein. C'est vraiment les données les plus solides, c'est ce que je présente dans le livre. Dans ce livre, il y a 249 références. Ces 249 références, je ne les ai pas puisées n'importe où, parce qu'en fait, il y a un problème dans les ouvrages de vulgarisation. Par exemple, la dernière situation où j'ai été confronté à ça, c'était sur un livre de cardiologie qui disait le jeûne augmente les risques de calcul hépatique, de calcul biliaire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai jamais entendu parler. Donc, du coup, je vais regarder les références. Et en fait, quand j'épluche le paragraphe, qui avait l'air comme ça, plein de certitudes, tout ça, et qui disait le jeûne, attention, c'est dangereux. Bon, du coup, je vais regarder les références et là, je me rends compte qu'il y avait une étude sur des enfants australiens en surpoids. Il y avait une étude où les gens qui avaient des calculs biliaires avaient été enlevés de l'étude, donc du coup, c'était complètement biaisé. Enfin, il y avait plein de problèmes. Et en fait, toutes ces références, elles avaient plus de 20 ans et la recherche, elle évolue énormément, en fait. Donc, ce qui est plus récent n'est pas toujours de meilleure qualité, mais globalement, quand même, les exigences de la recherche ont augmenté avec le temps et maintenant, c'est plus dur de publier une étude qu'il y a 20 ou 30 ans où on était moins exigeant sur la qualité des études. Donc, c'est toujours à prendre en compte. Parmi les dizaines d'études publiées chaque jour, il y en a beaucoup à jeter. Donc, c'est ce tri-là qui est compliqué à faire et c'est ce que je fais dans le livre, en fait. Parce que donc, dans ma formation, en fait, moi, j'ai une formation de chercheur. Donc, j'ai fait un double doctorat, donc un en psychiatrie et un en psychoneuroimmunologie. Donc, les fonctionnements, en fait, les liens entre le système immunitaire, le cerveau et la santé mentale. Et au cours de ces formations, j'ai appris en fait comment on conduit une étude, comment on évalue sa qualité, et c'est le quotidien de mon travail actuellement. Donc, par exemple, la dernière méta-analyse, c'est les compilations d'études où justement on répond à la question est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Et ben, la dernière qu'on a faite dans le domaine, c'était sur le jeûne et la santé mentale. Et donc, on a des données qui sont de qualité intermédiaire, parce que le problème du jeûne, c'est que quand on arrête de manger, ben, les gens le savent. Donc, du coup, ils sont informés du traitement qu'ils reçoivent parce qu'ils voient bien qu'ils arrêtent de manger. Donc, il n'y a pas de placebo, il n'y a pas de double aveugle, en fait. Donc, ça, c'est une des limites de ce champ-là, c'est que les gens savent qu'ils arrêtent de manger. Donc, il peut y avoir un effet, soit placebo, soit nocebo, d'ailleurs, de dire ça me fait du bien d'arrêter de manger ou ça me fait du mal d'arrêter de manger. Et ça peut influencer les symptômes présentés. Mais globalement, c'est quand même plutôt encourageant et le jeûne a montré des effets positifs. Alors, pour la question qui nous réunit aujourd'hui, il y a une double question. Il y a la question de l'alimentation, donc du mode d'alimentation. Moi, je ne parle pas de régime, parce que c'est le mot un peu à proscrire. Là, on est dans la période, c'est pas pour rien que je pense que Odile Jacob a choisi de sortir mon livre maintenant. C'est parce qu'on est dans la période avant la plage. Donc, les livres sur l'alimentation, ça sort au printemps. C'est comme ça, c'est le calendrier. Et donc, je ne voulais pas que mon livre soit le 50e livre qui disait, alors voilà, le bon régime, c'est ça. Il ne s'agit pas en fait d'avoir une sélectivité alimentaire au sens où on peut l'entendre de dire cet aliment-là, il faut le bannir, celui-là, il faut en consommer des tonnes. C'est plutôt par contre de bien choisir. Et on a le droit de s'autoriser à peu près tout dans l'alimentation. La question, c'est les proportions et la modération. Et par contre, il y a quand même une partie de notre alimentation moderne, et ça c'est démontré,
qui nous nuit, en fait. Et cette alimentation-là, c'est ce qu'on appelle le régime occidental. Donc, ça a été nommé comme ça. Donc, c'est pas très flatteur pour les pays occidentaux. C'est une alimentation très riche en sucre rapide et en graisses saturées, très transformée. Et donc, ça, notre microbiote n'aime pas ça. Il n'est pas calibré pour digérer ça. Et donc, quand une fois, bon, ça passe. Alors, l'exemple typique que je donne, c'est la junk food, le McDo, le KFC. On voit bien qu'en fait, sur le moment, ça peut faire plaisir. Puis 2 heures après, on n'est pas bien, on a une mauvaise digestion, on a des problèmes de concentration et on a faim à nouveau. Ça montre bien que l'alimentation ne remplit pas son rôle dans ce cas-là, qui est d'éteindre la faim et d'augmenter nos capacités à la fois physiques et intellectuelles. Donc une alimentation, donc là, j'invite tout le monde en fait à vraiment s'auto-observer et après chaque repas de dire alors là je me sens dans quel état en fait. Et donc souvent il y a des personnes qui ont des coups de barre après le repas de midi, des choses comme ça. Et c'est pas étonnant parce que la nourriture est ultra transformée. Dans le cadre du gluten, il y a un phénomène qui s'appelle le gluten smoke, ça veut dire le brouillard, l'embrumement du cerveau suite à l'absorption de gluten. Et donc il y a certaines personnes en fait pour qui le gluten va avoir un effet sédatif, en fait, avoir vraiment des coups de barre et qui vont aller consulter en disant j'ai des problèmes en fait de sommeil, alors qu'en fait c'est l'alimentation qui est à l'origine de ça. Même chose, les protéines en fait avant le coucher parfois peuvent augmenter la température interne et perturber le sommeil. Et à l'inverse, un repas très riche en sucre rapide et en graisses saturées va aussi perturber le sommeil. Même chose pour l'alcool, bien sûr. Donc il y a tout ça qui en permanence influence notre cerveau. Et donc, une des prises de conscience de la médecine maintenant, alors prise de conscience progressive, parce qu'il y a beaucoup de psychiatres, moi j'ai beaucoup de patients qui vont voir leur psychiatre en fait et qui me disent, voilà, j'ai parlé de vous à mon psychiatre. Alors, il y a tous les types de réactions, il y a des gens qui sont très intéressés, qui me contactent, qui me posent des questions, il y a aussi des gens qui disent, qu'est-ce que c'est que ce truc, encore une nouvelle mode. Non, en fait, ce que j'explique dans le livre, ce ne sera pas une mode. La psychonutrition, c'est un nouveau champ de la connaissance qui est en train d'émerger, mais ça ne pourra pas être une mode parce que là, en fait, c'est des choses qui sont vraiment physiologiques, basiques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, par exemple, la vitamine B9, le folate, c'est un complément alimentaire, mais c'est aussi ce qu'on appelle un coenzyme. C'est-à-dire que c'est un élément nécessaire à des transformations dans le cerveau pour synthétiser des neurotransmetteurs. Donc, on imagine directement que si on n'a pas dans l'alimentation cette vitamine qui nous est apportée et de façon adaptée, parce qu'en fait, elle est détruite à la cuisson, et ben forcément, ça va créer des dysfonctionnements dans le cerveau. Et donc, la supplémentation de vitamine B9, elle a montré une efficacité dans la dépression. Même chose pour le zinc, par exemple. Le zinc, ça nous sert à plein de fonctions immunitaires. Et maintenant, on sait qu'il y a des liens très forts entre l'immunologie et la santé mentale. Si j'ai un système immunitaire qui dysfonctionne, je vais avoir plus de perturbations mentales. Donc tout ça, c'est vraiment très biologique. En fait, c'est pas des choses qui sont sorties de nulle part. C'est des mécanismes qui ont été étudiés chez l'animal, notamment chez les rongeurs, en fait. Donc on commence par regarder comment ça fonctionne chez la souris, et ensuite on regarde Évidemment, on va pas couper des cerveaux humains, mais on regarde en fait les arguments indirects chez l'humain. Et maintenant, on sait que les maladies inflammatoires de l'intestin et même celles qui ne sont pas étiquetées comme inflammatoires, comme le syndrome irritable de l'intestin, sont associés à plus d'anxiété et de dépression. Toutes les personnes qui ont des problèmes intestinaux le savent. Donc ça a été notre première méta-analyse sur le sujet en 2014, où on démontrait que les personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable ont plus d'anxiété et de dépression. C'est à ce jour l'article de notre équipe qui est le plus cité. Et il a eu 430 citations, ce qui est un très, très, très beau score. Et de tous les articles qu'on a publiés, c'est le plus cité aujourd'hui parce que ça n'avait jamais été montré, alors que tout le monde l'observait dans sa pratique clinique, mais encore fallait-il le démontrer. Donc, ces liens-là, maintenant, ils sont clairs. Après, il y a toujours les débats autour, par exemple, de la question du gluten. Alors, est-ce qu'il faut arrêter le gluten, pas le gluten? En pratique, ce qui est compliqué dans l'histoire du gluten, c'est l'histoire des marqueurs, en fait. Donc, il y a plusieurs marqueurs pour tester. Donc, alors, il y a la maladie cœliaque, c'est l'allergie au gluten. Ça, c'est facile, tout le monde est d'accord. Donc, c'est 1% des cas. OK, donc quand on a une maladie cœliaque, il faut arrêter le gluten. Tout le monde est d'accord pour dire ça. Et il a même été démontré qu'en arrêtant le gluten, les personnes qui ont des maladies cœliaques ont une amélioration de leur santé mentale. Ça, c'est facile, c'est OK. Après, la question, c'est le continuum, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des personnes qui ont une sensibilité au gluten sans avoir une allergie, et est-ce que ces personnes-là vont bénéficier de l'arrêt du gluten? Donc, il y a le problème des marqueurs, des niveaux des marqueurs. Donc,
Le problème s'est posé dans la maladie de Lyme aussi, c'est-à-dire le niveau des anticorps, comment c'est pas le même d'un laboratoire à l'autre. Un coup c'est positif, un coup ça peut être négatif. Il y a des faux positifs, des faux négatifs. C'est très compliqué et c'est valable pour tous les marqueurs. Donc ça, l'incertitude, c'est ce qui fait le plus souffrir en médecine et c'est aussi un enseignement de la médecine, c'est qu'on n'a pas toujours la certitude sur son diagnostic, sur ce qu'il faut faire. Donc, c'est des raisonnements de probabilité. Et c'est ça que j'explique beaucoup dans le livre. C'est aujourd'hui, en fonction de nos connaissances, qu'est-ce que j'ai le plus de chances, le plus de probabilité qui va être efficace si j'ai tel trouble, comme une dépression, comme un autisme, comme une hyperactivité, et qu'est-ce qui a le plus de chances de ne pas être efficace, sachant que c'est jamais du 100% parce que nous sommes tous différents en termes de génétique, mais aussi en termes de microbiote. Et ça a été une des révolutions conceptuelles aussi, c'est que maintenant on sait que le microbiote, c'est une interaction permanente. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes un hôte pour les bactéries de notre intestin et notre génétique conditionne les bactéries qui colonisent notre intestin. Et c'est ça qui est assez révolutionnaire, en fait. C'est qu'en fonction de notre patrimoine génétique qu'on a hérité de nos parents, on va avoir plus de propension à avoir certaines bactéries ou certaines autres bactéries dans l'intestin. Et donc ça, c'est des phénomènes qui sont vraiment passionnants parce qu'on prend conscience que notre organisme, c'est plus l'organisme pluricellulaire eucaryote qu'on m'a enseigné dans les études de médecine, c'est une interaction en fait entre plusieurs organismes. Et actuellement, le phénomène qui est en train de se passer au niveau de la civilisation, c'est que de la même façon qu'on est en train de détruire notre environnement extérieur avec un effondrement de la biodiversité, notamment avec les pesticides, par exemple, eh ben, on va aussi détruire notre environnement intérieur en fait avec notre microbiote par la consommation d'une alimentation qui est transformée, par la prise d'antibiotiques aussi. Alors attention, les antibiotiques sauvent des vies, hein. Il ne faut pas refuser les antibiotiques. Il faut toujours peser le bénéfice, le risque. Là, je parle par exemple d'une exposition chronique à travers la viande, par exemple, qui contient des antibiotiques alimentaires et qui peut perturber les bactéries de notre intestin. Donc maintenant, la prise de conscience du rôle du microbiote, elle grandit chaque jour dans la communauté médicale. Et par exemple, avec les prescriptions d'antibiotiques, maintenant, je vois quasiment systématiquement des levures ou des probiotiques qui sont prescrits pour enrichir à nouveau les bactéries de l'intestin. Donc il y a une prise de conscience de ça. Il est démontré, par exemple, que les probiotiques améliorent l'immunité d'une façon générale, notamment l'immunité des voies aériennes supérieures hautes, et on en a beaucoup parlé pendant le Covid, par exemple. Et une des choses qui est archi démontrée maintenant, par exemple, c'est que les probiotiques sont efficaces dans le traitement de la dépression. Donc maintenant, il y a eu plusieurs méta-analyses, il y a plusieurs dizaines d'études. Alors, la question qu'on pose tout de suite après, c'est quel probiotique? Et en fait, à chaque fois, c'est des cocktails différents avec des doses différentes de souches. Et donc, grosso modo, ce qu'on recommande, c'est voilà, une combinaison de bifidobactères et de lactobacilles à forte dose. C'est ce qui a le plus de chances d'être efficace. Et alors, après, du coup, il y a la question tout de suite, est-ce qu'il faut manger des yaourts, tout ça? Et le problème des yaourts, c'est qu'on ne sait pas la proportion des bactéries qui passent l'estomac, parce que la première fonction de l'estomac, c'est de détruire les agents infectieux qui sont dans l'alimentation. Donc, du coup, en fonction des personnes aussi, de l'acidité de l'estomac, il y a des personnes qui vont laisser passer beaucoup de bactéries, d'autres non. Ça va donner de l'inconfort intestinal ou pas à certaines personnes en fonction des bactéries justement qu'elles ont déjà dans l'intestin. Donc, c'est le même problème pour les légumineuses, hein, qui sont une grosse source de protéines et de féculents très importants pour apporter des protéines végétales, mais que certaines personnes ne tolèrent pas du tout. Et donc, il y a des régimes aussi pour s'adapter à ça, des modes d'alimentation différents. Donc, c'est des questions très complexes. Donc, dans le livre, en fait, j'explique le plus simplement possible, mais sans être simpliste, en fait, dans une première partie, la question de l'alimentation. Et après, dans une deuxième partie, la question des compléments alimentaires, parce que le problème, c'est qu'on se rend compte actuellement que c'est compliqué, juste avec l'alimentation, d'apporter à notre corps tout ce dont il a besoin. Donc, quand on est en été, qu'on mange des légumes de saison, parce qu'en fait, il est démontré que la consommation de fruits et de légumes séparément, chacune diminue le risque de dépression. Et je parle bien du risque de déclencher une dépression. En préventif, c'est efficace. Donc ça, c'est une des grosses prises de conscience de la décennie. C'est que depuis 2010, en fait, il y a eu des études de cohorte avec des dizaines de milliers de personnes qui montrent que la consommation de fruits et de légumes diminue le risque de déclencher des dépressions. Et ça s'explique par tous les nutriments qui sont contenus dans ces aliments. Et puis aussi le fait que quand on consomme des fruits et des légumes, on ne consomme pas d'autres produits qui sont beaucoup plus nocifs aussi pour nous.
Et à l'inverse, la consommation de produits inflammatoires, elle augmente le risque de déclencher une dépression. Donc ça, c'est des méta-analyses qui ont été publiées sur les 3 dernières années. C'est très récent, entre 2018 et 2021. Et donc, sur des études qui ont été conduites dans la décennie qui vient de passer. Donc, c'est vraiment l'actualité scientifique. Et donc, maintenant, en fait, on en revient à des choses finalement qui sont quand même, enfin, vraiment, quand on les dit, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais en même temps, maintenant, enfin, c'est vraiment démontré, c'est que finalement, c'est les mêmes solutions qui sont à apporter à la crise environnementale et à la crise médicale, j'ai envie de dire, enfin, de notre microbiote, parce qu'en fait, il y a énormément de maladies qui sont reliées maintenant aux dysfonctions du microbiote. C'est le chaînon manquant qu'on cherchait depuis longtemps, qui explique pourquoi certaines personnes répondent à des médicaments, d'autres non, par exemple. Donc, il y a eu des études assez édifiantes dans le cancer, par exemple, avec les chimiothérapies. Et en fait, c'est tellement complexe à analyser le microbiote que bah là, la décennie qui arrive va nous apporter énormément de nouvelles réponses. Mais le problème, c'est la patience. Et donc, autant les choses sont très bien démontrées, par exemple, dans la dépression, on sait que le meilleur mode d'alimentation, c'est le régime méditerranéen, donc très riche en fruits et légumes, petite quantité d'œufs, de poissons, de viande, donc on pourrait dire flexitarien, c'est très proche d'ailleurs. Et ça, c'est archi démontré. Et par contre, dans tout ce qui est trouble du développement de l'enfant, autisme, hyperactivité de l'enfant, et ben là, on a des données, des qualités d'études qui sont inférieures parce que les études chez les enfants, c'est pas que dans la santé mentale, c'est dans tout le champ de la médecine, sont très compliquées pour tout un tas de raisons, parce que l'enfant est en développement, parce que ça nécessite l'évaluation de la part des parents, des enseignants, des médecins, que l'enfant lui-même n'est pas en mesure d'exprimer exactement ce qu'il ressent, ses symptômes. Il n'a pas le même accès au langage qu'un adulte. Et donc, et puis, il y a aussi le consentement, l'éthique qui est beaucoup plus rigoureuse, bien sûr, pour protéger les enfants. Et donc, tout ça fait que la recherche chez l'enfant, eh ben, elle est souvent en arrière. Mais on a déjà des données qui sont très encourageantes sur les oméga 3, sur la N-acétylcystéine, sur le régime sans gluten et sans caséine. Ce qui ne veut pas dire que ça marche pour tous les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, bien sûr. Et d'où est-ce que ça vient, cette hétérogénéité? Ben, logiquement, en fait, hein, c'est que si je prends l'exemple de la dépression chez l'adulte, une dépression, c'est polyfactoriel, en fait. Quand on fait un épisode de dépression, il y a des personnes pour qui ça va être un burn-out, qui va être le facteur déclenchant, d'autres pour qui ce sera une rupture sentimentale, d'autres pour qui, en fait, ça aura été une exposition à un traumatisme dans l'enfance qui se réactive à l'occasion d'un événement de vie comme un deuil, par exemple. Et tout ceci va s'entremêler avec un mode de vie qui va pouvoir inclure du tabac, de l'alcool, une alimentation inflammatoire, une absence d'activité physique, un conjoint irritant qui ronfle, je ne sais pas en fait. Tout ça, ça va faire un cocktail qui va pouvoir faire le lit de la dépression. Et donc, bien sûr, traiter la dépression, ça va être aller couper le mal à la racine en prenant les causes une par une. Et c'est la même chose pour les troubles du neurodéveloppement de l'enfant. Ce qu'on sait actuellement, par exemple, c'est que le microbiote joue un rôle majeur dans la synthèse d'acides gras à courte chaîne, ce qu'on appelle en anglais les SCFA en abrégé. Et ça va être du carburant pour le cerveau au cours de sa croissance. Et donc, on sait par exemple qu'il y a des souches de bactéries qui synthétisent du butyrate. Et le butyrate, c'est un acide gras à courte chaîne qui va nourrir les cellules du côlon. Et on sait que si ces bactéries disparaissent, le côlon commence à s'autodétruire, les cellules se mangent entre elles littéralement. Et donc, ce butyrate va aussi jouer un rôle dans le développement du cerveau. Donc, on a de nouvelles pistes très importantes pour comprendre les liens entre l'intestin et le cerveau au niveau de la croissance du cerveau, au niveau des troubles du neurodéveloppement. Il y a toute la question des métaux lourds, des pesticides, des perturbateurs neuroendocriniens. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées à analyser parce que voilà, on pense que c'est plusieurs facteurs combinés qui peuvent ensuite créer l'apparition du trouble. Il y a la composante génétique qui est importante aussi dans ces troubles. La génétique a été plutôt décevante parce qu'on a donc séquencé le génome humain il y a plus de 20 ans maintenant. Et les découvertes qui ont découlé dans l'application pratique de cette connaissance-là, pour l'instant, se font encore attendre parce que c'est très compliqué, la génétique aussi.
Donc voilà la situation des connaissances actuelles. Donc c'est tout ça en fait que j'aborde dans le livre en expliquant aussi le degré voilà, d'évolution et d'incertitude, c'est-à-dire je donne l'état des connaissances aujourd'hui et aussi la perspective hein, sur qu'est-ce qu'on peut attendre des 5 prochaines années, des 10 prochaines années, et que peut-être il y a certaines choses qui ne seront bien sûr plus vraies, et puis d'autres qui vont apparaître, qui seront des nouvelles découvertes, des nouvelles connaissances. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant, parce que beaucoup de patients et de parents, de proches de patients me disent mais ça avance pas vite, tout ça. Alors que moi, en 10 ans, je trouve qu'on a vraiment fait des pas de géant. Et en même temps, bah, bien sûr, quand on est soi-même concerné, ben, on trouve le temps très long. Alors, la bonne nouvelle, en fait, c'est que maintenant, les patients sont de plus en plus acteurs. Enfin, quand je dis les patients, les personnes concernées sont de plus en plus actrices. Et grâce à Internet, grâce à ce genre de rencontres, on a de plus en plus accès à la connaissance rapidement. Et maintenant, ce qui est le plus classique, c'est que les personnes concernées en sachent plus que leur médecin, en fait. Parce que le médecin n'a pas le temps de s'informer sur tout, sur tous les champs de la connaissance. Il a plusieurs pathologies à traiter, alors que souvent, la personne concernée, elle est experte de son trouble. Et du coup, ça a été démontré aussi, les personnes qui ont le meilleur pronostic, c'est celles qui sont le plus actrices de leurs soins, qui s'intéressent le plus, qui vont le plus chercher des connaissances, tester des nouvelles choses. Et donc, c'est pour ça que moi, j'encourage les personnes à le faire. Alors, bien sûr, il faut garder quand même un certain cadre. Il ne faut pas tester n'importe quoi parce qu'il y a une étude qui vient de sortir en Chine qui dit quelque chose. Je dis la Chine au hasard parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de scandales scientifiques avec des études, des fausses études chinoises qui ont été rétractées. Mais mais par contre, moi, j'adore en fait quand on me dit, est-ce que vous avez entendu parler? Alors, par exemple, l'année dernière, on me disait la sarcosine dans la schizophrénie, et effectivement, maintenant, il y a 2 méta-analyses qui montrent que la sarcosine est un acide aminé qui est intéressant dans le traitement de la schizophrénie, et peut-être que ça va montrer un intérêt dans d'autres pathologies, mais par contre, sur les 7 études, il y en a 6 qui ont été faites par la même équipe à Taïwan. Donc, on peut se demander comment ça se fait que ça démarre pas plus que les autres équipes s'emparent pas du sujet. Donc, ça, c'est des questions scientifiques hein, d'actualité, mais les choses bougent et bougent de plus en plus vite, hein, vraiment. Donc ça, c'est voilà, pour transmettre aussi ce message d'enthousiasme et d'espoir que je suis venu vous parler aujourd'hui, parce que si enfin, on peut à un certain moment voilà, baisser les bras devant on va dire le conservatisme parfois des institutions, des pratiques, tout ça. Enfin, je le vois parmi mes collègues, hein, il y a des pratiques qui ont la peau dure alors qu'elles sont basées sur absolument rien d'un point de vue scientifique. Et parce qu'on a appris comme ça, qu'on a vu les gens faire comme ça, on répète des schémas. Et ça, ça demande effectivement une culture du soin qui est en permanence de changer, de se remettre en question, de découvrir. Et ça demande plus d'énergie, mais c'est plus satisfaisant, ça donne beaucoup plus de sens à ce qu'on fait, en fait. Donc, d'un autre côté, je trouve que ça protège du burn-out, justement, parce que j'ai aussi des collègues qui perdent le sens de ce qu'ils font, parce qu'il y a une organisation un peu routinière de leur pratique, alors qu'en fait, il y a tellement de choses à découvrir que c'est absolument passionnant. Donc, c'est tout ça que j'ai essayé de transmettre dans ce livre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Bah, merci, c'est très intéressant. Moi, j'encourage vivement les familles à lire votre livre, Bien manger pour ne plus déprimer, parce qu'en fait, voilà, vous ne faites pas que dire il faut manger ça et ça, comme vous dites. Déjà, vous développez, vous proposez des études, vous argumentez. Moi, je dis toujours à mes familles, parce que je partage des liens de vous, des professionnels compétents, je dis toujours qu'on est tous différents. Et comme vous dites, c'est pas qu'on parle de telle souche de probiotiques que tout le monde doit aller sauter dessus. Il y a un article qui va parler du zinc, donc tout le monde va acheter du zinc. En fait, je pense que les familles doivent dialoguer avec leur médecin de ville, peut-être demander d'abord faire des bilans. Les médecins ne doivent pas les refuser, parce que j'ai aussi une maman, l'autre fois, elle avait lu des études sur la vitamine D, le magnésium. Son enfant mangeait que 2 aliments, donc on se doute bien que quand quelqu'un mange que 2 aliments, il ne peut pas avoir les vitamines d'un poivron, d'un brocoli et de ceci, cela, parce que ce n'est pas des pâtes et un milkshake qui vont nous faire vivre avec des vitamines. Et le médecin a dit non, je ne vois pas l'intérêt, il ne va pas guérir, il est autiste. Donc en fait, il ne faut pas oublier que derrière une personne autiste et en dépression, il y a une personne humaine avec un organisme. Et ce n'est pas qu'on est autiste qu'on ne peut pas avoir des carences, ou comme vous dites, un syndrome du côlon irritable,
ou un diabète. Et du coup, les troubles médicaux associés doivent être déjà pris en charge. Et après, on peut investir des bilans. Et par exemple, vous parliez des études sur les enfants. Je me demandais pourquoi on ne pouvait pas envisager de faire des études avec des adultes autistes qui puissent s'exprimer. Ça peut être aussi une idée, parce que moi, sur mon mur, j'ai 150 personnes autistes. Ça serait intéressant de leur faire faire un questionnaire. Hein. D'ailleurs, j'ai partagé le vôtre. Et je sais que la Fondation fondamentale avait fait un premier jet et 150 personnes autistes Asperger avaient 50% de troubles digestifs avérés. Et peut-être que c'est les personnes autistes qui s'expriment qui peuvent donner des clés à l'avenir pour vos travaux. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et j'espère qu'on fera une fois, on développera par exemple plus les schémas alimentaires, les compléments possibles et d'autres pistes de recherche. Pour les Merci personnes qui beaucoup. nous regardent, effectivement, il y a l'étude alimentale qui est en cours, dont vous avez parlé, en fait, ce qui est un questionnaire assez rapide à remplir, ça prend une quinzaine de minutes. Effectivement, on cherche des participants et participantes, mais en particulier des hommes, parce qu'en fait, 80% des répondeurs sont des femmes, parce que les femmes se D'accord. sentent beaucoup plus concernées, je pense, par l'alimentation que les hommes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est en défaveur des hommes. Donc, on essaye Bah, de je, rééquilibrer je, je peux la la balance. repartager avec le lien de la vidéo si c'est toujours en cours. Du coup, c'est toujours en cours. Je ne C'est toujours savais en pas. cours. Ouais, D'accord, on ok. a 5000 participants pour l'instant et c'est une étude qui sera au niveau international parce qu'on a déjà 500 personnes au Québec aussi qui participent et puis on va essayer de la déployer dans d'autres pays. Et donc l'objectif, hein, c'est de regarder les liens entre l'alimentation et notre santé mentale. Donc, et on regarde aussi les niveaux d'activité physique parce que tout ça, bien sûr, est très intriqué. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'obésité aussi qui peuvent être en jeu. Et moi, je pense que si toutes les familles étaient juste là, je vais me permettre juste une question. Vous dites beaucoup, voilà, les études depuis 2010. Je sais que maintenant, sur le microbiote, on a, voilà, s'il suffit de trouver et de potasser, on trouve plein de liens. On parle beaucoup, comme vous dites, de compléments, d'hyperperméabilité intestinale, de dysbiose, tout ça. En fait, toutes les familles ingèrent toutes les infos des professionnels comme vous. Mais la grande question, c'est sur le terrain, qu'en est-il? Voilà, est-ce qu'on peut envisager que tous les médecins un jour seront formés à la psychonutrition avec des bases remises dans l'accompagnement des familles, tout ça? Parce que c'est pas normal que les familles comme vous dites, elles se débrouillent toutes seules et qu'il y ait des personnes autistes avec des grosses carences alimentaires qui ne sont pas réglés ou des troubles médicaux associés qui ne sont pas réglés. Et je pense que sur le terrain, il y a vraiment une urgence. Et c'est pour ça, hélas, que peut-être que les familles vous sollicitent effectivement parce que voilà, quand il y a une personne qui a des grosses douleurs, elle ne peut pas aller bien dans sa vie aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai créé en fait la chaîne YouTube à laquelle j'ai donné mon nom pour que les personnes aient les vidéos directement. Et donc, il y a des séminaires de psychonutrition dessus pour les personnes qui souhaitent les envoyer à des soignants, tout ça, Oui. pour que les personnes sachent que ça ne sort pas de nulle part. Hein. Et puis, Je n'hésiterai et, pas à la repartager avec le lien de la vidéo. Je l'avais déjà partagé, mais oui, c'est bien que les familles puissent s'informer et puis avec c'est vos pour ça en fait. supports. Ouais, et c'est pour ça du coup que j'ai publié ce livre chez Odile Jacob, parce qu'il n'y avait pas de support. En fait, on me disait, mais est-ce que vous avez quelque chose qui synthétise tout ce que vous dites pour que je puisse le montrer, le partager, tout ça. Et donc, c'est vrai que ça n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc, à mon sens, c'est le premier livre en fait qui synthétise ces connaissances-là, en fait, et même au niveau international, parce que j'avais lu des livres de confrères américains et honnêtement, enfin, Enfin, ça fait prétentieux de dire ça, mais les sources scientifiques n'étaient pas rigoureuses. En fait, c'était des livres qui dataient de 2016. Bon, alors, il y a beaucoup d'études qui ont été publiées depuis et des mécanismes qui ont été publiés depuis. Mais en tout cas, c'est parce que j'étais pas satisfait de ce que je trouvais que j'ai conduit en fait ce travail-là pour pouvoir avoir cet outil à partager. Hein. C'est vraiment, comme je dis, en fait, ça coûte moins cher qu'une consultation et vraiment, ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps parce que voilà, et on a la synthèse des connaissances à un instant donné et que ça, c'est pas toujours facile à trouver, même sur le net, quoi. Parce que dans le milieu de l'autisme, ce qu'il faut faire attention, c'est voilà, il y a un tel qui dit ça,
c'est miraculeux, donc tout le monde va acheter la même vitamine, la même truc et tout. Il ne faut pas oublier qu'on est tous différents, on a tous un organisme. Il faut pas, c'est comme un traitement médical, on ne va pas prendre le traitement médical de la thyroïde à son voisin parce qu'il a réglé sa thyroïde. Il y a d'abord un médecin à aller voir, il y a d'abord des bilans pour soi-même. On ne peut pas copier le truc de quelqu'un d'autre. Par contre, dans l'autre sens, aussi, je dis toujours, ne vous laissez pas désinformer par des gens qui vous disent ça c'est de la charlatanerie, ça c'est pas vrai. Une fois on m'avait dit que la sérotonine c'était du pipeau, que c'était un truc de naturopathie, alors que c'est étudié scientifiquement, les médecins connaissent, enfin il n'y a rien de charlatanesque. Et du coup je dis, avant de vous faire aussi désinformer dans l'autre sens, renseignez-vous auprès des professionnels compétents et des chercheurs parce que c'est eux qui ont vraiment les connaissances pour. Et avant de dire oh ben non moi j'essaye pas ou oh ben non moi je fais pas de bilan, euh, c'est pas bien non plus parce que si la personne elle a réellement besoin d'aide sur le plan médical, pour le coup, moi j'appelle ça un défaut de soin. Parce Mm. que s'il y a quelqu'un qui a un problème physique avéré, qu'il soit personne autiste ou pas, il faut se soigner. Et il ne faut pas se laisser dissuader. Je pense qu'il faut reparler avec ses médecins, quitte à partager des choses voilà, efficaces comme des liens scientifiques, des liens issus de chercheurs. Même quitte à, moi, des fois, j'imprimais des choses de Google et je les montrais à mon médecin parce qu'il n'y avait pas de support livre à l'époque et tout. Et c'est mon médecin qui me disait, excusez-moi, effectivement, je ne connaissais pas que la vitamine D pouvait avoir une influence sur l'humeur, que le Mm. magnésium pouvait avoir ceci, cela. Merci, madame. Et bah, en faisant des bilans, il y avait ceci, cela. Voilà, donc je pense que, et j'espère que sur le terrain, comme vous dites, là, on en est aux prémices mais qu'il y ait des vrais accompagnements parce qu'il y a des personnes vraiment dans des situations critiques. Voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous et merci pour tout ce que vous faites parce que je crois que pour beaucoup de gens, vous êtes quelqu'un d'innovant et il y a 10 ans, tout le monde se moquait de ça et maintenant, ça commence à être vraiment pris au sérieux parce que si des professionnels comme vous alertent et informent, ça sera vraiment crédibilisé et sur le terrain bien prochainement. Voilà. Merci. Merci Ouais. beaucoup. Au revoir. Au revoir.